désolé de ne pas être parmi vous en ce jour de rappel de la comédie dramatique que furent les accords d'Évian. Ma jeunesse ne m'autorise plus à un si long trajet en voiture. Souvenons-nous, depuis début mars à Évian, les pourparlers traînaient en longueur. Une victoire militaire de l'armée nationale de libération sur le terrain pouvait en faciliter la signature. Le 9 mars 1962, quelques centaines de soldats français, de jeunes appelés, allaient être sacrifiés pour accélérer la signature des accords d'Évian. Cet épisode de la guerre d'Algérie a été soigneusement occulté par le gouvernement français et par tous les médias. 10 jours avant la signature des accords d'Évian, l'armée française allait commettre, sur ordre de De Gaulle et de son gouvernement, la plus odieuse forfaiture de son histoire. Le chef de l'État français avait décidé de refaire un nouveau Dien Bien Phu, en laissant massacrer une unité d'infanterie composée essentiellement de jeunes appelés du contingent, basée non loin de Soukaras, dans l'Est algérien, face au village tunisien de Sakiet Sidi Youssef. Depuis le lever du jour de ce 9 mars 1962, une pluie d'obus tirée par l'artillerie lourde de l'ALN, installée en Tunisie, pleuvait avec une intensité sans précédent sur cette unité composée de jeunes recrues pour la plupart. Le commandant de l'unité n'avait plus les moyens matériels de riposter, car ses hommes n'étaient équipés que d'armes légères. En effet, sur ordre du gouvernement, on lui avait retiré quelques jours plus tôt son artillerie lourde, plus un régiment de la Légion étrangère et une demi-brigade de blindés. Sans cesse, le commandant demandait par radio à sa hiérarchie, basée à Constantine et à Bonn, l'appui de l'aviation pour le dégager. À l'aube du 10 mars, la situation devenait désastreuse et les tirs redoublaient de violence. Puis, subitement, ce fut le silence total. Je vous en prie, réagissez, nous risquons une attaque massive des Félagas. De son poste d'observation, le commandant constatait à l'aide de ses jumelles qu'à moins d'1 kilomètre, plusieurs brèches avaient été ouvertes dans le barrage électrifié qui délimitait la frontière entre les deux pays. Sur les collines environnantes, des milliers de combattants de l'ALN progressaient à découvert dans sa direction. Ils étaient à moins de 2 kilomètres à vol d'oiseau. Le commandant savait qu'il ne pouvait résister à une attaque de cette envergure et que tous ces hommes allaient se faire massacrer, ainsi que les civils du village. Il se demandait pourquoi on ne lui envoyait aucune aide. Ce qu'il ignorait, c'est que l'état-major militaire avait reçu l'ordre de ne pas intervenir. Pour quelle raison? Des négociations étaient engagées avec les nationalistes algériens et Louis Joxe discutait en ce moment même à Évian avec les représentants du GPRA. Pour amadouer les dirigeants nationalistes, le gouvernement français avait décidé quelques jours plus tôt un cessez-le-feu unilatéral. Ainsi, l'ALN pouvait progresser en toute impunité et tenter une opération spectaculaire. Cela permettrait de négocier dans de meilleures conditions. C'est pour cette raison que De Gaulle allait sacrifier sans aucune pitié, sans aucune émotion, quelques centaines de jeunes soldats appelés du contingent, dans le seul but de démontrer à la métropole la nécessité urgente de terminer cette guerre, quel qu'en soit le prix. Informé de tout cela, le lieutenant-colonel Lisbonis, commandant la base aérienne 213 de Bonn, hésitait à intervenir. Un an plus tôt, au moment du putsch des généraux, il était resté fidèle à De Gaulle. Mais sa conscience le tenaille. Il ne peut concevoir de ne pas se porter au secours de ces soldats français sacrifiés au nom d'une odieuse politique d'abandon. Dès le lever du jour, il donne l'ordre d'escadrille de décoller. En quelques heures, la victoire change de camp. Les pilotes des T-6 arrosent de leurs mitrailleuses les Félagas, surpris par une attaque aérienne qu'ils n'attendaient pas. Et les A-26 franchissent la frontière, les poursuivant
et lâchent leurs bombes sur les positions de l'artillerie adverse. Les soldats du contingent et la population civile sont sauvés. Quant au lieutenant-colonel Lisbonis, il s'envole pour Paris. Oh, non pas pour être félicité, mais par mesure disciplinaire. Le gouvernement lui reproche d'avoir enfreint les ordres et d'avoir gravement compromis les pourparlers d'Évian, même au prix de la vie de quelques centaines de jeunes soldats français. Le 14 mars 1962, le commandant de la base aérienne de Bonne-les-Salines est mis aux arrêts pour avoir riposté aux attaques de l'ALN contre le barrage. À Alger, un incident provoqué à Bab el-Oued entre une patrouille militaire et un commando de l'OAS, mais il serait trop long de l'expliquer aujourd'hui. Cela est développé davantage dans mon livre J'accuse de Gaulle. Cet incident permet à l'armée française de procéder au blocus du quartier de Bab el-Oued pour en finir avec l'OAS. Dès lors, ordonnée par de Gaulle, la délégation française accepte toutes les conditions exigées par le représentant du GPRA. C'est le cessez-le-feu, mais uniquement par l'armée française, pas par nos ennemis. À Alger, une manifestation pacifique se dirige vers Bab el-Oued afin de soutenir la population assiégée. C'est le 26 mars 1962. Les détails de cette tuerie sont connus par vous tous et par nous tous. La preuve directe de l'organisation par le gouvernement français, donc par de Gaulle en personne, de ce massacre des innocents de la rue d'Isly à Alger, nous est apportée par Christian Fouché, à l'époque haut commissaire en Algérie et ministre de l'Intérieur en mai 1968, date à laquelle il est limogé par de Gaulle. Voici l'aveu fait par Christian Fouché le 28 octobre 1969. J'en ai voulu au général de m'avoir limogé au lendemain de mai 68. C'était une faute politique. De Gaulle m'a reproché de ne pas avoir maintenu l'ordre en mai 68. Vous n'avez pas osé tirer, m'a-t-il dit. J'aurais osé s'il l'avait fallu, lui ai-je répondu. Souvenez-vous de l'Algérie et de la rue d'Isly. Là, j'ai osé, et je ne le regrette pas, parce qu'il fallait montrer que l'armée n'était pas complice de la population algéroise. Ce même jour, le 19 mars 1962, à Eckmühl, à Oran, près d'Oran, 16 personnes, dont 3 femmes, étaient enfermées dans un hangar par l'ALN, l'armée nationale populaire, avant de l'incendier. Elles sont toutes mortes carbonisées vivantes. Ce même jour, la gendarmerie d'Oran signalait que des dizaines d'Européens étaient séquestrés jusqu'à ce que mort s'en suive pour servir de donneurs de sang pour les combattants de l'ALN. On les retrouva, la peau collée aux os et totalement vidés de leur sang. Après ce 19 mars 62, et je cite ces chiffres sous le contrôle de M. Eugène Jean Duval, inspecteur général des armées et les archives officielles, 91 actions de guerre de l'ALN et du FLN ont été exécutées contre la France. Le 20 mars 1962, 18 soldats sont tués et 3 blessés. 90 soldats français ont disparu. 239 soldats français, faits prisonniers par l'ALN, ne sont jamais revenus. 1580 civils européens disparus, dont des dizaines de femmes expédiées vers des bordels militaires de l'ALN. Entre le 19 mars et le 5 juillet 1962, plus de 5000 enlèvements. Officiellement, 3093 Français et Européens. 1165 civils assassinés. 1773 disparus. Plus de 60 000 harkis et moghzani engagés aux côtés de l'armée française massacrés, ainsi que des membres de leur famille. Interdiction par le gouvernement français à la Croix-Rouge internationale de s'y intéresser. Télégramme très secret signé Louis Jox et daté du 2 avril 62. Je serai pour ma part hostile à une intervention quelconque de la Croix-Rouge internationale dans tout ce qui concerne les arrestations et détentions d'Européens. La France a reconnu officiellement des morts pour la France en Algérie après ce 19 mars 1962. C'est bien la preuve
que les accords d'Évian n'ont jamais marqué la fin de la guerre. Nous serons toujours présents, toujours debout. On ne nous fera jamais taire et, si Dieu me prête vie, à bientôt, en juin à Perpignan, pour commémorer avec le cercle algérianiste ce 60e anniversaire de notre départ et rendre hommage à nos disparus et à nos morts. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée.